Bonjour à tous et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire de Presse Éco, qui est une tribune d'échange, de débat, de commentaires sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos hommes de médias, nos analystes, nos chroniqueurs qui sont sur ce plateau. Nous revenons donc sur l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous allons évoquer 3 sujets au plan national. Il s'agit d'abord des candidatures. On en a 23 candidats qui ont donc déposé les dossiers au niveau de la CENI. On va revenir donc sur ce débat-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis nous allons également parler du code électoral, bien sûr, code électoral où il y a quand même des débats sur la constitutionnalité ou non de ce code électoral-là. Nous revenons sur ce débat. Et puis troisième sujet, il s'agit de la rentrée judiciaire 2020-2021 qui était placée sous le thème indépendance et déontologie et responsabilité du magistrat, en lien bien sûr avec l'indépendance de la justice. Nous allons parler du décès de Minata Gelware en prison, une condamnée donc suite au procès du putsch manqué. Nous allons donc revenir sur ce sujet. Et puis à l'international, c'est la Côte d'Ivoire où des pro-Soro sont libérés, en tout cas un maximum a été libéré. Nous allons débattre de tous ces sujets-là avec mes invités qui sont sur ce plateau. Parfait Silga, il est donc journaliste, il est analyste. Merci Parfait d'être sur ce plateau. Et puis Lengani Isaka, il est journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être là. Et puis juste à la gauche de Lengani, nous avons Paz-Yen. Paz-Yen est juriste et consultant. C'est sa première fois à Presse Éco. Merci Paz de nous rejoindre sur ce plateau-là. Et puis, dernier invité, Maître Kelem Apollinaire de Tambela, il est donc avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale de stratégie. Merci, Maître, d'être là. Voilà, avec tous nos téléspectateurs, nous allons donc débuter ce débat-là. Candidats à 2020, COSIAM 2020, ils sont finalement au nombre de 23. Il y a, je crois, 2 femmes, hein, 2 femmes. 3 femmes maintenant, voilà, ok. Alors, candidats, on a vu 23 personnes donc déposer leur candidature. Quelle est votre première impression par rapport à ces candidatures? Est-ce que, Maître, il n'y avait pas quand même des candidatures qui ont laissé à désirer quand on vient déposer sans certaines pièces? Ça fait sérieux, ça? Si, ça fait sérieux. Rappelez-vous que quand Thomas Sankara était au pouvoir, il y avait 7 millions de Burkinabés. Il avait dit qu'il y avait 7 millions de présidentiables au Burkina Faso. Il y avait 7 millions qui pouvaient aspirer à être président du Burkina Faso. Donc moi, je pense que ce n'est pas du tout des candidatures de trop. Bien au contraire, je pense que c'est un renforcement de la démocratie. Et ça montre que des gens peuvent être intéressés aux affaires de l'État. Et quand vous déposez votre candidature, le problème n'est même pas le fait même de déposer, c'est vous-même, ça vous forme vous-même. Et vous en tirez une certaine leçon, une certaine prestance. Donc le fait même d'avoir l'idée de déposer sa candidature, d'avoir le courage d'aller la déposer, etc., ça vous forme. C'est comme quand vous faites une thèse de doctorat. Ce n'est pas que votre thèse va apporter nécessairement quelque chose à la société, mais c'est pour vous-même votre propre formation. Ça vous forme vous-même d'abord. Donc ces candidatures-là sont formateurs parce que ça va d'abord donner une certaine personnalité, une certaine envergure à ceux qui ont eu le courage de le faire. Et ça renforce la démocratie. Mais néanmoins, il reste qu'il y a quand même des textes. Il y a des textes qui disent que voilà les conditions qu'il faut déposer. Est-ce que pour simplement aller se former soi-même, on va aller Monsieur Loukman, déposer des dossiers? moi je suis juriste. Quand vous faites une assignation en justice, et surtout que vous faites un pourvoi en cassation, il y a des règles qui sont posées. Vous pouvez ne pas entrer dans les règles et néanmoins le faire pour un objectif déterminé. Il y a des clients qui viennent nous dire, maître, allez en cassation. Moi, je vous dis, vous ne répondez pas aux conditions d'aller en cassation. Je dis, allez-y quand même, c'est mon choix. Ça peut être soit pour gagner du temps, soit pour dissuader l'ennemi. Vous ne savez pas ce qui est dans la tête de la personne. Donc, ce n'est pas nécessaire. C'est pour ça qu'en France, il y a ce qu'on appelle la chambre des requêtes, qui est chargée, n'est-ce pas, d'étudier les requêtes pour voir quelles sont celles qui sont recevables et celles qui ne sont pas recevables. Donc, ça veut dire que, normalement, chaque personne, même si tu ne remplis pas les conditions, tu peux le faire, quitte maintenant à ce que la chambre des requêtes, donc à la chambre chargée d'apprécier les candidatures, apprécie ta candidature pour l'invalider ou bien la valider. C'est la liberté de chaque citoyen de le faire. D'accord. Paz-Yen? Je constate juste que ces candidatures ne sont pas interdites, déjà, parce que les textes permettent que, comme vous le dites, n'importe qui puisse se lever et aller déposer les candidatures. Donc, est-ce que le président de la CENI pouvait refuser de recevoir ces candidatures-là? Non, puisque les textes disent qu'il doit recevoir. Maintenant, il y a une commission ad hoc qui doit se mettre en place avec les représentants des candidats ou les candidats eux-mêmes
pour la validation donc, de cette candidature. Maintenant, ça c'est sous l'angle juridique. D'un point de vue politique, maintenant, on peut se poser des questions sur l'opportunité d'aller déposer une candidature quand on sait que cette candidature ne va pas passer. Je pense que ce sont ces candidats qui peuvent nous le dire. Mais je trouve qu'il ne faut pas banaliser la fonction du chef d'État. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça en sachant que je ne peux pas être candidat, mais je vais quand même déposer ma candidature au niveau de la CENI. Ces candidats peut-être ont un objectif, se faire voir, ou bien peut-être... Le tout premier candidat a déposé sa candidature, c'est de son dossier, il a dit qu'il allait attaquer En fait, s'il est invalidé, il allait attaquer parce qu'il pense que lui, l'article 1er de la Constitution dit tous les Burkinabés naissent libres et égaux en droit. Donc lui, il a le droit pour qu'on lui demande de payer 20 millions ou 25 millions. Je le comprends parfaitement et je ne suis pas d'accord. Moi, personnellement, la question des 25 millions, je ne l'approuve pas. Mais je pense que ce candidat, s'il se voulait plus sérieux, devrait attaquer la loi en inconstitutionnalité bien avant d'aller déployer sa candidature. Si ce candidat, par exemple, avait un recours devant le Conseil constitutionnel pour dire que les textes qu'on veut appliquer là sont inconstitutionnels, aujourd'hui, l'article 157 de la Constitution permet à l'individu de saisir le Conseil constitutionnel directement pour qu'il ne l'a pas fait. Et il laisse maintenant... justement, lorsqu'il faut aller déposer les candidatures, c'est à ce moment qu'il le fait. Donc, il y a des questions à se poser. Comme je le disais, chaque candidat, certainement, a un objectif visé. Certainement, c'est pour attirer l'attention de l'opinion sur ce qu'il estime injuste, mais toujours est-il que nous savons qu'il y a des candidatures qui ne vont pas passer parce que ces candidatures ne remplissent pas les conditions selon la législation actuelle. Parfait, Sylvain. Oui, est-ce qu'il faudrait revoir quand même ça, parce que ça fait quand même un peu de théâtre, tout ça. Des gens qui viennent, qui déposent comme ça, il n'y a pas telle pièce, il n'y a pas telle pièce. Et puis après, la CENI qui va mettre une commission, qui va donc faire un balayage. Et puis bon, mais en attendant, on déploie le tapis rouge, des gens ils sont reçus avec solennité et tout ça, pendant qu'ils n'ont même pas les documents qu'il faut. Est-ce que, comme Paz le disait, ce n'est pas un peu le symbolisme qu'on enlève dans tout ça? Oui, mais on a assisté à une gigantesque scène de théâtre, hein, où sous les flashs des photographes et sous les caméras des télévisions, des candidats se sont vraiment montrés à la face du monde. Et je pense que c'était juste l'objectif qui était précis. Sinon, quand vous regardez, sur les 23, là, il n'y a que 7 ou 8 qui sont vraiment sérieuses, qui viennent vraiment pour avoir quelque chose. Sinon, tout le reste, moi, je ne dirais pas farfelu, mais je dirais... ça fait partie du jeu. Je pense que, pour moi, il n'est pas nécessaire de revoir le texte, puisque de toute façon, le Conseil constitutionnel va décider sur la base d'un certain nombre d'éléments de forme et de fond, quels sont les candidatures qui sont acceptés. Donc, bon, c'est le niveau de notre vie politique, hein. Moi, je dirais les choses comme ça, simplement. Oui, mais les gens... Oui. Contrairement peut-être au fait peut-être de croire qu'ils sont farfelus, il y a des gens qui posent quand même des problèmes assez sérieux, qui disent que les 25 millions qu'on demande, on n'est pas dans une plutocratie. Oui, mais qu'on n'est pas dans un suffrage mais on n'attend pas, comme le dit Yen, on n'attend pas d'arriver à la CENI pour commencer à dénoncer ça. Vous connaissez les règles depuis des années. Mais depuis des années, on connaît les règles. On sait que pour être candidat, il faut déposer une caution de 25 millions. Mais ce n'est pas à cette élection, ce n'est pas au dépôt de la candidature qu'on se rappelle qu'il faut avoir 25 millions. Non, attendez, ce débat-là, il est dépassé. Si les gens veulent être sérieux, ils savent quel bout prendre pour dénoncer l'affaire des 25 millions. Maintenant, à cette étape-là, vraiment, ce n'est pas du tout sérieux. Lengani, 23 postulants, on va dire comme ça, ou candidats à la candidature, parce qu'ils ont déposé des dossiers qui vont être d'abord nettoyés, on va dire comme ça, avant maintenant de retenir les candidats. Alors moi, je crois que, contrairement à Ahmed Kielem qui va chercher Thomas Sankara pour lui apprendre que tous les citoyens libres, au Burkina Faso, tous les citoyens naissent libres et égaux, l'article 1 de la Constitution le dit déjà, donc il peut déjà s'appuyer sur ça pour développer sa théorie selon laquelle tout le monde est susceptible d'être présidentiable au Burkina Faso. Ça, c'est un fait que la Constitution le permet, mais maintenant, les réalités sociologiques, économiques, etc., sont autres. Chacun, à sa place, n'est pas forcément présidentiable. Moi, Lengani Issaka, où je suis,
je ne suis pas candidat cette année, peut-être que en 2025, je pourrais être candidat. Mais pour le moment, j'estime que je ne peux pas. Mais cela dit, je crois que les textes, effectivement, gagneraient à être un peu mieux peaufinés de mon point de vue. Faire en sorte que, au dépôt, si une des pièces exigées n'est pas là, bon, que le dossier ne soit pas accepté, parce que vous avez eu 5 ans pour vous préparer à la présidentielle, pour être candidat. Donc, il n'y a pas de raison que le jour de dépôt, le jour limite de dépôt des candidatures, vous venez avec une CNB manquante, ou bien avec la caution de 25 millions qui manque. Ce n'est pas normal. Je pense qu'il faut être sérieux. Et donc, c'est à ce niveau, de mon point de vue, que, bon, il y a une ouverture qui permet à n'importe qui de venir effectivement s'inscrire, parce que la société est organisée. La société est organisée. Et nous sommes tous libres et égaux, c'est vrai, mais il y a des textes qui disent, voilà, si tu veux aspirer à tel, si tu veux aspirer à être gendarme, tu dois avoir tel niveau, tu dois passer tel concours, si tu veux être instituteur, tu dois avoir tel niveau, tu dois passer tel concours. Ça ne veut pas dire que parce que nous sommes tous libres et égaux, chacun est libre d'être instituteur, être médecin, être chauffeur, Non, je pense que ça aussi, c'est du populisme qui n'a pas lieu d'être au XXIe siècle. Oui, Paz et puis Maître, Paz, vous voulez dire quelque chose? Déjà, c'est vrai, on peut discuter du fond des textes, hein. Par exemple la question des 25 millions. C'est déjà dans les textes. Mais je pense que peut-être l'opportunité de débat n'est pas actuelle parce qu'il fallait mener le débat plus tôt. Personnellement, je me dis, dans un pays où le fonctionnaire moyen ne peut pas économiser 25 millions durant toute sa carrière et on vient de donner une caution de 25 millions, ça pose problème. Mais comme je le disais, c'est en 2015 et malheureusement c'était sous la transition. C'est pour devenir président. Voilà, c'est pour bien donc sûr. Donc le poste il vaut et tous les concours qu'on voit en dépôt, même les marchés publics en dépôt, les cautions. Quand on parle de caution, normalement c'est pour garantir un paiement. On parle, quand vous allez louer par exemple une maison, vous dites déposer 2 mois de caution, c'est pour se rassurer qu'au moment où vous sortez, si vous avez fait des dégâts, qu'on puisse réparer. Ou peut-être garantir votre capacité à payer quelque chose. Donc lors d'une élection présidentielle, lorsqu'on demande une caution, ça pose problème. Maintenant, en son temps, peut-être, c'est depuis 2015, parce qu'il faut le dire, c'est depuis 2015. Ailleurs, c'est plus que ça. En Côte d'Ivoire, c'est 50 millions. Malheureusement, et c'est triste parce que ce n'est pas un bon exemple. Justement, ce qu'on doit mettre en avant, c'est, je pense, ce sont les idées. Il ne faut pas se dire que quand on a un pouvoir d'achat élevé, on peut être président. Ça pose problème. Ce sont les idées d'abord. Maintenant, c'est déjà fait, parce que la loi, c'est depuis 2015. Et nous sommes déjà à quelques jours des élections. Si on pose maintenant le débat actuellement, je trouve que ça pose problème. Ou bien est-ce qu'on ne s'intéressait pas et du coup on s'est réveillé. Donc le débat, l'opportunité du débat n'est pas actuelle, il fallait le faire plus tôt. Et comme je l'ai dit, si on estime que la Constitution dit que les Burkinabés doivent être libres et égaux et que les 25 millions c'est une discrimination, il fallait attaquer cela d'inconstitutionnalité plus tôt et pas laisser maintenant à quelques jours pour le faire. D'accord. Maître, vous voulez dire quelque chose? C'était pour dire que, comme a soulevé Yen, n'est-ce pas, il faut reconnaître que moi, je n'ai jamais été pour la caution. Il y a eu des élections présidentielles ici, en 1978, il n'y a pas eu de caution. Hein. Voilà. Et même, je crois que pour la première élection de Blaise, il n'y avait pas de caution. Hein. Voilà. Parce que toute personne, et puis contrairement à ce que dit Issaka, la fonction présidentielle n'est pas une fonction technique, c'est une fonction politique. Mais même balayeur de rue demain peut se retrouver président. Une femme de chambre demain peut se retrouver président. Donc, sous la Troisième République française, on a vu des nullards devenir chefs de l'État. Et Clémenceau avait dit, je vote pour le plus bête. Parce que justement, le système avait mis en place un système pour empêcher les gens intelligents d'être président du Conseil, afin de pouvoir manipuler justement le président du Conseil. La caution correspond donc à quoi? Est-ce que ce n'est pas, dans notre contexte, un moyen pour filtrer quand même? Si on avait dit ici que tout le monde pouvait être candidat à 0 francs... Je pense que c'est le peuple qui doit filtrer. Ce n'est pas une institution qui doit filtrer. Ça, c'est ma compréhension des choses. Et, tout le monde peut être... Selon ma compréhension, on supprime la caution. Chacun se présente comme il veut. Le peuple va faire la différence. Maintenant, il faut dire qu'il y en a qui viennent, qui disent que la Constitution leur permet d'être candidat, que donc, ils vont... Non, ce n'est pas ici la Constitution qui permet d'être candidat. Il faut dire que la Constitution est une loi générale qui pose des principes généraux. Et c'est une loi qui vient chaque fois pour préciser comment les modalités d'application vont se faire. Donc ici, on ne peut pas se fonder sur la Constitution pour poser une candidature ou pour rejeter une candidature. C'est sur la loi d'application qu'on doit se fonder. D'accord. C'est comme, par exemple, si vous prenez une loi à l'Assemblée nationale, il y a un décret d'application. Maintenant, la Constitution étant une loi fondamentale, chaque disposition de la Constitution a besoin d'une loi d'application pour montrer comment cette disposition de la Constitution peut être mise
en œuvre. C'est comme ça que ça se fait. Merci. Moi, je voulais juste compléter pour dire que quand les gens évoquent la Constitution pour dire elle me permet de faire ci, elle me permet de faire cela, pendant pendant plusieurs mois, on a fait un débat ici sur le code électoral. Toutes ces personnes étaient où? Quand on parlait des modifications du code électoral à l'Assemblée, toutes ces personnes étaient où? Elles oublient que la caution ou les parrainages font partie des conditions et ces conditions sont inscrites dans le code électoral. Moi, je pense que ça ne fait vraiment pas sérieux. D'accord. Alors, on va parler d'un autre élément, c'est tout le folklore qui a entouré ces dépôts de candidatures. On a vu, en tout cas, les têtes de pont, on va dire les grands candidats, disons comme ça, qui sont venus avec une masse de militants, etc. Votre analyse sur ça aussi, Lengani? Moi, je pense que c'est un folklore vraiment inutile. Je le trouve même, à la limite, idiot. C'est un folklore idiot de mon point de vue. Politiquement, ça n'a aucun sens. Sur le plan de la communication, ça ne veut strictement rien dire. Et donc, moi, je pense que c'est des gens qui ont le temps à perdre, qui vont là-bas. Moi, je trouve, le candidat dépose sa candidature. C'est un acte administratif. Ce n'est pas un acte politique. Il peut même envoyer quelqu'un déposer sa candidature, comme le président du Faso l'a fait. Par exemple. Comme Isaac Zidal l'a fait. Comme Isaac Zidal l'a fait, ce n'est pas interdit. Mais maintenant, se faire accompagner de la populace, bon, pour donner l'impression d'exister, moi je trouve que ça, c'est franchement déplorable. Je pense qu'il faut que nos hommes politiques grandissent un peu. Et maintenant, sur les conditions d'être candidat, bon, moi je trouve que la caution permet effectivement de filtrer. Parce qu'une élection présidentielle, quand même, ça s'organise, c'est des dépenses, c'est des coûts. Si on doit permettre à 10 000 Burkinabés d'être candidats parce qu'ils ont le droit de pouvoir l'être, je me demande comment on peut organiser une élection présidentielle à 10 000 candidats dans ce pays-là. Et si effectivement on laisse la porte ouverte, je vous assure qu'on aura ces 10 000 candidats au Burkina Faso. Des gens assez futés pour aller se faire... Ça donne l'occasion de se faire voir, etc. Et donc les gens ne vont pas hésiter. Vous voulez dire quelque chose sur les mobilisations? Oui, je trouve les accompagnants. En fait... Je ne vois aucun intérêt, justement, à mobiliser des centaines ou des milliers de personnes pour aller déposer juste une candidature. Lengani l'a dit, hein, c'est juste un acte administratif. C'est juste pour déposer un papier. Donc c'est inutile, voire ridicule. Oui, mais pour les politiques, c'est important, c'est un moment fort. Justement, peut-être c'est quelqu'un qui veut, des gens qui veulent déposer une candidature pour être président du Faso, il faut qu'on voit l'expression populaire, ils adhèrent, il y a des adhérents. Il n'y a aucun intérêt à le faire. Leur projet. Il n'y a véritablement aucun intérêt à le faire à ce moment précis. Ils auront toute la latitude de mobiliser les gens durant la campagne électorale. Maintenant, peut-être que c'est une façon de séduire encore les indécis ou je ne sais pas, une démonstration de force pour conquérir l'opinion publique, mais je ne vois pas l'intérêt parce que mobiliser des gens pour aller juste déposer une candidature. C'est comme si plus on mobilise, plus la candidature est valide. Non, ça ne sert à rien de le faire. Maintenant, permettez-moi de rebondir sur quelque chose. Parce que quand je dis par exemple que les 25 millions, ce n'est pas nécessaire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de conditions. J'aurais été pour, par exemple, qu'on nous dise qu'il faut 50 000 parrainages de citoyens burkinabés qui peuvent voter. Là, par exemple, on sait que quand vous allez avoir au moins 50 000 personnes qui vont vous soutenir. On se dit cela. Là, c'est une façon de filtrer et n'importe qui ne pourra pas se lever. Mais lorsqu'on met la question d'argent devant, ça pose problème. D'accord. Je suis d'accord pour les parrainages, par exemple. OK. Très rapidement, et puis on va parler aussi de la qualité des candidats, parce qu'on a vu pratiquement tous les candidats de 2015, à part une ou deux, trois personnes, sont quand même une fois de plus en lice. Deux points de vue. Hein. Oui. D'abord, par rapport à la façon dont les gens ont présenté leur candidature. Moi, je suis pour la liberté totale d'expression, comme le permet notre Constitution. Ça, vous ne savez pas, n'est-ce pas, ce que... Vous savez, moi j'ai enseigné en Amérique du Nord. Et en Amérique du Nord, il y a plein de colloques et de conférences universitaires. À tel point que le débat était posé sur l'utilité de ces colloques-là, qui se multiplient. Chaque université a fait plusieurs parrains, etc. Mais il y a des gens qui ont dit que vous ne savez jamais où quelqu'un peut puiser l'étincelle, la lumière. Donc, plus vous les multipliez, plus vous donnez des opportunités à ceux qui peuvent tirer une lumière de quelque chose. Mais là comme ça, on accompagne quelqu'un pour déposer. Qu'est-ce qu'on tire? On accompagne quelqu'un. Ceux qui suivent, les téléspectateurs, etc., vous ne savez pas ce qu'ils en tirent. Même ceux qui accompagnent, vous ne savez pas quelle motivation ils peuvent tirer de ça. Donc, sur ce plan, mais regardez par exemple en justice. Quand vous avez un procès en justice, il y en a qui y vont tout seuls. Safiatou Lopez est parti escorter de chevaux ici.
Quand elle avait un procès, là, vous vous rappelez là? Oui, mais voilà. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où on admet la liberté d'expression, de mouvement, tout, il faut laisser à chacun de faire ce qu'il fait. On ne sait pas, dans ce qu'il fait là, ce qu'il peut avoir de bon ou de mauvais, et c'est à chacun de tirer la leçon. Maintenant, il y avait un autre problème que je voulais soulever. On peut parler aussi, on a vu que tout le monde est revenu, tous les candidats de 2015 pratiquement, à part 2 ou 3 qui sont pas là. Par exemple, Zampaliré n'est pas là. Sarah Sérimé n'est pas là, Maître Benouende n'est pas là, parce qu'ils sont maintenant à la majorité. Et puis bon, Sarah Sérimé est devenue, maintenant on va dire, médiateur du FASO, donc elle ne peut pas. Et puis la défunte, Madame Francine, Madame Toé, je crois. Toé. Oui. Non, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Donc moi, je suis pour la multiplication des initiatives autant que possible. C'est ça qui fait la démocratie, et c'est ça aussi qui construit un pays. D'accord. Donc, il y a Klaus Koppel qui a parlé de sociétés ouvertes et de sociétés fermées. Les sociétés fermées, même s'il y a une impulsion, très très vite vous trouvez un blocage. C'est ce qui est arrivé à l'éclatement des pays comme l'Union soviétique et les blocs de l'Est. Les sociétés ouvertes sont des sociétés qui sont ouvertes, n'est-ce pas, sur l'infini, avec beaucoup de progrès de développement. C'est pour ça que les États-Unis sont un pays qu'on rattrape difficilement. Merci, parce que c'est une société ouverte. Parfait. Très rapidement. Oui. Je pense que les hommes politiques savent ce qu'ils font. Parce que certainement, ce n'est pas une mesure. Ce n'est pas ça qui va déterminer l'issue du vote. Et c'est pratiquement comme ça partout ailleurs. On a vu en Côte d'Ivoire des mobilisations à n'en pas finir. On a vu un peu partout. C'est fait pour l'opinion. C'est fait pour l'opinion. C'est pour dire à l'opinion, vous savez, notre candidat, il a beaucoup de gens derrière lui. C'est tout. Sinon, ils savent très bien que ça ne va pas jouer sur l'issue du vote. Ils savent très bien que c'est un acte administratif. Ils savent très bien que ça n'a presque pas de sens. Mais il va falloir faire la mobilisation pour dire à l'opinion, attendez, nous avons des gens derrière nous. C'est juste ça. Mais moi, je trouve que je ne vois aucun problème à ça. Je ne vois aucun problème. Si même ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, s'ils peuvent très bien le faire, même s'ils peuvent envoyer... si la CENI peut recevoir des millions de personnes là-bas pour accompagner les candidats, mais pourquoi pas? Si quelqu'un peut aller en avion... Mais oui. Merci. Oui, Lengani. Mon opinion, je ne dis pas qu'il faut interdire, mais je dis seulement que c'est, en matière de communication, c'est proprement inutile, contrairement à ce que M. Kelem dit. Ce n'est pas inutile. Ça ne veut rien à 1 mois, 2 mois de scrutin, ce n'est pas en amenant 100 personnes à la CENI que vous allez déterminer le vote des Burkinabés, ni même jouer même sur la conscience des Burkinabés. Moi, je pense au contraire. C'est à la presse elle-même de se mettre au sérieux dans ces sortes de couverture. Même les 23 machins gars là, tous les 23 là. Est-ce qu'on est obligé d'être présent pour couvrir la candidature d'un tatampion? Quelqu'un qui sait très bien qu'il va être candidat. Mais ça, c'est la CENI qui organise son non, mais justement, la CENI a organisé. Non, la CENI sort une liste après. Moi, je n'ai jamais été là-bas, mais j'ai connu qu'il y avait 23 candidats, je les connais. Mais vous voyez, il y a eu beaucoup d'aspérité autour de cette affaire. Et puis, bon, il y a ces gens qui amènent un chèque à 23h et quelques pour dire, ah oui, je ne savais pas qu'il fallait déposer à la... Oui, mais ça fait... Mais si vous êtes journaliste, vous savez que ça fait... Tout ça, ça fait partie de l'information. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas interdit, parce que l'opinion n'est pas pour dire qu'il ne faut pas qu'on amène les gens. Non, ce n'est pas interdit. Maintenant, je voudrais déjà me rassurer qu'ils ont pris les dispositions déjà, parce qu'il y a eu des manifestations sur la voie publique. J'aimerais me rassurer qu'ils ont pris les dispositions au moins par rapport à cela. Mais c'est pour dire qu'on ne voit pas l'intérêt, en tout cas politique, à mon niveau. Comme je dis, c'est juste un acte administratif. Tant que c'est un acte administratif, on n'a pas besoin du monde. Maintenant, s'ils veulent le faire et que ce n'est pas interdit... Administratif et politique, il y a la dimension politique aussi. Je ne vois justement pas l'intérêt de la prétendre à être dirigeant du pays, prétendre à diriger un pays, c'est quand même important. Je peux comprendre que lors de l'investiture, vous mobilisez des gens pour démontrer votre capacité. On l'a vu, les gens se sont investis ici. Mais vous partez pour déposer juste une candidature. Une seule personne y va, ça ne rend pas moins recevable. Non, je voulais dire que ce n'est pas... Merci, on va évoluer. C'est politique qu'il pose. Parce que si vous ne déposez pas votre candidature, vous ne pouvez pas être président. Non, je pense que vous oubliez quelque chose de fondamental. La nature même de la politique. La politique est un théâtre. Si vous voulez, je peux remonter jusqu'à l'Antiquité romaine. Lors les premières républiques. On va rester en 2020. Pourquoi Démosthène n'est pas devenu un avocat? Pourquoi même la profession d'avocat a été créée? Voilà, c'était l'art de mystifier les gens. D'accord, merci.
Merci, maître. Même quand vous dites candidat, le mot candidat vient quoi? De toga candidat. C'est-à-dire ceux qui étaient candidats portaient une toge blanche. D'accord. Pour pouvoir se faire voir, se distingue de l'ensemble. De là est venu le mot candidat. Merci, donc maître. la politique a toujours été un théâtre. C'est pour ça que peut-être l'Ingeni se propose pour 2025. Merci beaucoup. Merci. On continue. Question toujours en lien avec les élections, c'est le code électoral. On en avait déjà parlé suite à la modification de certaines dispositions, notamment la disposition 155 qui prévoit on va dire des votes sur une partie du territoire contre une autre, là où il y a des difficultés et tout. Alors on a vu que le débat revient sur l'inconstitutionnalité de ce code électoral. On a vu Maître Kéré, par exemple, éminent avocat, qui a fait une sortie. Et il y a aussi un recours en inconstitutionnalité, etc. Alors, Pazienne. Oui, déjà, il faut dire que récemment, je pense que c'est au moins d'août, il y a eu donc une modification du code électoral pour justement permettre qu'on puisse ne pas tenir compte des zones qui ne vont pas voter. Cela en raison de l'insécurité. Déjà, il faut dire que pour modifier la Constitution à moins de 6 mois des élections, on dit qu'il faut requérir un large consensus. Je sais que le président du FASO a eu une rencontre avec la majorité de l'opposition et tout. Maintenant, est-ce que tout le monde a été pris en compte? Parce que je me rends compte que, est-ce que les indépendants y étaient? Nous sommes à une élection présidentielle où les candidatures indépendantes sont admises. Nous sommes également sur une scène politique où il y a des partis qui ne sont pas de l'opposition politique ni de la majorité. Il y en a même qui ont créé l'ONA. Je pense que c'est l'opposition non alignée. Aujourd'hui, les gens peuvent s'organiser sous forme de mouvement, donc un regroupement d'indépendants. Donc il y a la question de la société civile qui est là. Est-ce que le consensus était le plus large possible pour modifier cette loi électorale? Je me pose des questions jusqu'à ce jour. Parce que j'ai vu des gens sortir, je pense que l'ONA a fait une sortie pour dire que le consensus n'était pas assez large. Donc ça pose problème déjà en la forme. Au fond, je me rends compte que cela est un peu préjudiciable au suffrage universel. Et c'est comme si on légalisait la crise de l'État. Parce que comme l'État, c'est un territoire, une population et un pouvoir central. Aujourd'hui, il y a une crise sur une partie du territoire. Est-ce que c'est une façon de légaliser cela pour dire qu'on ne prend pas en compte? Et je pense que cela crée un précédent dangereux parce que des gens peuvent se jouer les troubles faits dans certaines zones pour empêcher qu'on ne valide l'élection dans ces zones. Je sais par exemple que je ne serai pas élu dans les Cascades. J'ai créé une situation, une petite crise là-bas, de sorte à ce que les gens n'arrivent pas à voter et on ne les prend pas en compte. Je pense que ce code électoral est suffisamment problématique et je me réjouis qu'il y ait un groupe de personnes, je pense que Lukman est dedans, qui ait saisi le Conseil constitutionnel en inconstitutionnalité. Nous attendons donc que le Conseil constitutionnel se prononce. D'accord. La question qu'on se pose aussi, les gens disent que si on ne fait pas des élections, il y aura un vide constitutionnel et que, bon, il faut, dans une situation pareille, il faut trouver quand même une alternative. Est-ce que là, c'était pas, le code électoral n'est pas vu comme cette alternative? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un vide constitutionnel. C'est vrai, il y a des problèmes qui vont se poser. Parce que, vous savez, l'article 37 a été verrouillé sous la transition. Heureusement ou malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, la durée du mandat du président, on ne peut même pas ajouter 3 jours, si vous voulez. Si bien que, si on doit aller à un report des élections, le président n'est pas là. On fait comment? C'est-à-dire, normalement, si le président est empêché, définitivement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui le remplace. Et il doit organiser les élections dans un délai de 90 jours. Faut-il reporter les élections juste pour 3 mois? Est-ce qu'on a la garantie qu'en reportant les élections, on pourra sécuriser le territoire? C'est un problème qui se pose. Voilà pourquoi il était déjà important que la consultation soit le plus large possible pour prendre tout le monde en compte. Maintenant, moi j'aurais préféré, parce qu'il y a toujours des gymnastiques, que l'on revoie le découpage administratif pour pouvoir prendre certaines choses en compte. Mais au stade actuel des choses, c'est dénier à une partie de la population le droit de voter. Et ça pose problème. Parfait. Sur cette question, on a vu un débat lié au suffrage universel. C'est l'un des débats que l'ONA a mené. Mais également sur la procédure de modification du code électoral, dont on dit que la question du suffrage universel est une question constitutionnelle, une matière constitutionnelle qu'on ne peut pas donc modifier, puisque l'article 37, par exemple, dit que
le suffrage, le scrutin est universel. Donc l'universalité étant donc compromise par le code électoral, c'est en même temps une modification de la Constitution, mais sans avoir suivi la voie qu'il faut. C'est un débat de juristes. Non, ce n'est pas un débat de juristes, c'est un débat qui concerne toute la société. Et je suis désolé, mais on va pas... C'est un débat qu'on a déjà évacué. Sur ce plateau-là, on a déjà parlé de ce débat plusieurs fois. Pour moi, ce n'est plus la peine. Mais nous, on n'est pas fondé à... Oui, non, on n'est pas fondé à arrêter les débats dans la société. Nous, on parle des débats qui ont lieu dans la société. Laissez-moi exprimer mon point de vue. J'ai dit, c'est un débat qu'on a déjà évacué ici. Peut-être Yen vient d'arriver sur ce plateau, il va dire ce qu'il en pense. Tous les autres ont déjà dit ce qu'ils en pensent. Et vous parlez de l'ONA. Ce n'est pas son premier responsable qui est candidat. Bon, soyons sérieux dans ce pays. Je pense que allons-y aux élections et puis on va y aller. Oui, mais il se pose des questions quand même. Oui, vous parlez des questions. C'est vous qui posez les questions. Oui, mais bien sûr, parce que les questions sont posées dans la société. Il y a par exemple un recours devant le Conseil constitutionnel. Lookman, on va pas faire est-ce que par exemple là... On ne va pas faire semblant d'oublier que vous faites partie de ceux qui ont fait le recours. Et ça n'a rien à voir ici. Non, ça n'a rien à voir. La question, est-ce que le lien est là. Le lien est là. On a déjà parlé de ce problème-là plusieurs fois ici. Pourquoi vous revenez là-dessus? Ce n'est pas un débat, ce n'est pas posé, ce n'est pas une actualité. C'est un problème. Bon. On a déjà évoqué cette question. Bon, ok, parfait, Sylvia. Vous avez toujours les mêmes arguments, les autres ont toujours les mêmes arguments. Je constate que tout le monde est en train d'aller aux élections. Allons-y aux élections, c'est tout. Maître. Non, c'est-à-dire, par rapport à ce problème-là, il ne faut pas mal poser le problème. La question ici n'est pas la modification du code électoral. La question fondamentale était, faut-il ou non organiser les élections? C'était ça la question. Par rapport à la situation qui prévaut, fallait-il oui ou non organiser les élections? À partir du moment où on a décidé d'organiser les élections, il y a une loi maintenant qui intervient. J'ai dit ici que la Constitution est une loi fondamentale qui pose des principes généraux et vagues, précisés par une loi. Donc, à partir du moment où on a accepté d'aller aux élections, il devient maintenant une loi, dans la situation qu'on vit, de dire comment ces élections doivent se passer. C'est toujours comme ça. Maintenant, sans que la loi ne soit contraire à la Constitution. Sans que la loi ne soit contraire. C'est important. Voilà. La loi intervient pour montrer les modalités d'application et en fonction des circonstances. Donc ici, cette modification, comme j'ai eu à le dire, on peut évoquer les circonstances exceptionnelles qui changent chaque fois les modalités d'application de la loi. Donc, chaque fois qu'il y a une circonstance exceptionnelle, la façon d'appliquer la loi change. Et ça a été, c'est un principe qui a été admis depuis 1914, lors de la Première Guerre mondiale, où le Conseil d'État, et tout comme la Cour de cassation, sont intervenus pour dire que quand la situation n'est pas normale, il faut nécessairement adapter la loi à cette situation. Donc, c'est pour ça que je dis que le débat fondamental consistait d'abord à dire oui ou non fallait-il aller aux élections. Donc, à partir du moment où les gens ont accepté d'aller aux élections, dans les circonstances que l'on sait, nécessairement, les élections ne pouvaient pas se passer comme s'il n'y avait pas les circonstances que nous connaissons. D'accord. Alors, mais là, maintenant quand la question est posée en termes de viol de la Constitution, quand des citoyens ou d'autres... Non, je viens d'expliquer... Les analystes posent le problème en ces termes. Je viens d'expliquer. Ici, c'est le viol de la Constitution. Ça, maintenant, je vous ai dit que nous ne sommes pas en situation normale. Par exemple, les endroits qui sont en cause, on peut organiser des élections partielles après. Toujours, dans tous les pays, ça se fait. Même quand un député meurt, par exemple, ou bien il y a un poste qui est vacant, on organise des élections partielles. Donc, ces élections-là peuvent se passer comme la loi le prévoit. Et puis après, on peut prendre en compte maintenant ceux qui n'ont pas pu participer au scrutin et faire des élections partielles. Mais est-ce que si on finit de lire un président de la République, quel genre d'élection partielle? D'ailleurs, apparemment, nos textes ne prévoient pas d'élection partielle. Oui, non, je parlais j'avais en vue les législatives, par exemple. Mais par exemple, au président de la République, on a déjà parlé ici. La modification de la loi s'est passée comment? De façon consensuelle, qui ne veut pas dire unanime. Tous les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale ont donné leur quitus pour l'adoption de la loi en majorité. Ceux qui prétendent qu'ils s'excitent, etc., comme Parfait l'a indiqué ici, le professeur Soma, par exemple, qui est le président de l'ONA, lui-même il est candidat. S'il n'est pas d'accord avec la loi, pourquoi il est candidat?
C'est ça. Donc, c'est pour embrouiller les gens, une façon de se faire voir. Tout à l'heure, vous avez dit que la démocratie étant ouverte, oui, il faut mais que je ne les gens conteste puissent- pas. D'accord. Je ne conteste pas, c'est son droit. Ok. Mais c'est pour... Je voudrais dire, et puis en fait, Lengani. ici, quand nous parlons, notre souci, c'est surtout les populations dans les zones concernées. Et je suis désolé de dire à Maître que la loi électorale actuelle ne permet pas qu'on puisse réorganiser les élections là où ça n'a pas pu se tenir. Au contraire, Les cette élections loi partielles, les élections partielles. Au contraire, actuellement, la loi électorale là, nous dit si on n'a pas pu tenir les élections dans ces lieux-là, on va valider malgré tout. C'est ce que la nouvelle loi dit, justement. Et c'est ce qui est triste. Les circonstances exceptionnelles, il faut que je lui dise, au niveau de la Constitution, la nouvelle Constitution qu'il y a eu depuis 2015, bon, les modifications qu'il y a eu, ne permettent pas qu'on puisse modifier la Constitution en se fondant sur donc, les circonstances exceptionnelles, notamment l'article 37 de la Constitution. C'est interdit. On dit on ne peut pas présager et évoquer la question des circonstances exceptionnelles par rapport à ça, pour modifier cela. Ça voudrait dire que même cette question des circonstances exceptionnelles que vous évoquez, la loi fondamentale refute cela. Bien sûr, il faut que les lois, les règlements, les décrets, justement, qui sont inférieurs à la Constitution, se conforment à la Constitution. Et lorsque c'est interdit par la Constitution, ça ne saurait pas être, pour la Constitution, ça ne saurait être autorisé pour une loi. Voilà, mais par exemple, s'il y a une situation comme on l'a vu aujourd'hui, est-ce qu'une circonstance, une situation assez exceptionnelle peut permettre qu'on prenne une loi qui arrange quand même la situation, même si la Constitution elle n'est pas conforme? Pourquoi pas? Mais justement, il faut qu'on lise ensemble la Constitution, notamment l'article 37 là, et les dispositions non révisables de la Constitution. Quand on va lire cela, on va se rendre compte justement que le suffrage universel égal, direct et secret et la durée du mandat du président de 5 ans là, on ne peut pas y toucher. Même en cas de circonstances exceptionnelles, malheureusement, je l'ai dit une fois lors d'une de vos interviews que c'est malheureux, mais malheureusement c'est la loi. Je suis d'accord, pour cela il faut trouver une solution, mais la solution doit justement commencer par une modification de la Constitution qui puisse permettre de prendre cela en compte. Parce que lorsqu'il y a une modification d'une loi qui est inférieure à la Constitution et cette modification entraîne donc une inconstitutionnalité, cette loi-là sera invalide. Voilà pourquoi je trouve que le débat peut-être est actuel. C'est vrai, il est actuel. Il ne nous revient pas ici de décider. Voilà pourquoi le juge constitutionnel devra se prononcer. Je ne sais pas quelle jurisprudence le juge va prendre, mais c'est important. D'accord. Voilà. C'est juste pour répliquer. D'accord, rapidement. Non, il a parlé de la Constitution qui dit que le suffrage est universel. Mais la Constitution précise qu'une loi interviendra pour donner les modifications. Voilà. Quelle disposition de la Constitution qui le dit? Je n'ai pas ça en tête. Mais si vous prenez les structures sur la Constitution. Et concernant l'article 37, l'article 37 n'a pas besoin d'une loi d'application. Est-ce que vous avez vu? C'est différent. Mais comment on fait le suffrage universel? Comment ça se fait? Non, si le code électoral n'est pas là pour être une loi spéciale. Mais c'est ce que je dis. La Constitution dit que le suffrage est universel et secret. Et la même disposition dit, si j'avais la Constitution, si je vous lirais ça, qu'une loi intervient pour dire comment ça va s'appliquer. Est-ce que vous avez vu? Toutes les dispositions de la Constitution. Mais il y a des dispositions qui n'ont pas besoin de loi. Par exemple, l'article 37 n'a pas besoin de loi d'application. L'article 37 dit le président est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible une fois. On n'a pas besoin de loi d'application pour ça. Mais la plupart, par suffrage universel. Voilà. Mais maintenant, concernant l'élection, est-ce que le code électoral n'est pas dans le code électoral? Concernant l'élection maintenant, une loi intervient pour dire comment ça va se faire. C'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire que toutes les dispositions n'ont pas besoin de loi d'application. Merci. On va évoluer dans le débat. Lengani a la parole pour... On n'est pas dans un débat. On n'est pas dans un débat comme ça ici. Hein? Lengani. Non, Lengani n'a pas encore eu la parole. Pour une des fois qu'il est chacun a droit à la parole sur ce plateau. Voilà, chacun a droit à la parole. C'est un débat. Ceux qui ont les idées vont les développer. Et puis, comme ça, on éclaire la société en réalité. Voilà. Lengani. Moi, je suis vraiment sidéré par l'attitude de Parfait, qui refuse qu'on débatte. On a parlé de ce débat-là combien de fois ici? Même je ne refuse pas de débattre par rapport à ça. Merci, Parfait. Lengani a la parole. Merci, Parfait. Autant de fois, oui. C'est la liberté de plateau de discuter de sujets qui lui semblent intéressants. C'est ça. Si l'animateur vient avec un sujet qui ne nous intéresse pas, on ne va pas débattre. On va lui dire, bon, monsieur, on n'a rien à dire. Mais si vous n'avez rien à dire, bon, vous dites, bon, c'est la question, j'ai déjà mon opinion, je n'ai rien à dire. Mais vous laissez les autres avoir la possibilité de donner leur point de vue. Et je dis, je n'ai pas empêché quelqu'un de débattre. Non, c'est extrêmement dangereux ce type d'attitude. Merci, on va évoluer, Lengani. Pour ton point de vue, rapidement. Si on doit revenir sur certains phénomènes sociaux qui sont passés ici, parce que le gouvernement a décidé, donc on doit se taire, c'est fait, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Et je dis,
effectivement, cette question est vraiment d'importance. Et je suis une fois encore de plus d'accord avec M. Kelem de Tambela, lorsqu'il dit que la première question, c'est de savoir est-ce qu'il faut faire des élections, oui ou non. Et sur la question, la société est divisée. Le pouvoir a trouvé l'astuce de s'entendre avec son opposition pour décider que c'est bon. Il y a des Burkinabés qui ne sont ni du pouvoir ni de l'opposition, comme moi, et qui disent que c'est une aberration dans un pays tel que le nôtre d'aller en campagne sur le dos de nos cadavres, de nos FDS, pour chercher à changer le pouvoir parce qu'il faut le changer, pas des élections. Je dis non. Les populations qui sont concernées aujourd'hui, pratiquement plus du tiers du pays, ça c'est pour être vraiment, pour être très intelligent vis-à-vis du pouvoir qui était incapable d'assurer la sécurité des Burkinabés. Donc, plus du tiers des Burkinabés aujourd'hui sont en insécurité et sont donc en incapacité de voter. Ils disent même, ils ont dit aux députés du peuple qu'ils ne veulent pas d'élection. Leur priorité aujourd'hui, c'est se reloger, c'est avoir la sécurité. Et qu'ils n'entendent pas qu'on vienne sur leur malheur faire de la campagne. Ils l'ont dit aux députés du peuple, qui l'ont dit. Le président de Faso a pris ça pour ne pas l'appliquer. Bon, il a appelé les politiques qui ont intérêt effectivement à ce que les élections aient lieu, parce que chacun aujourd'hui, c'est ça le mystère de Burkina Faso aujourd'hui, chacun aujourd'hui pense qu'il peut remplacer le ROC. Parce que le bilan est négatif. Et chacun aujourd'hui pense qu'il peut remplacer les députés MPP parce qu'ils ont été incompétents. Ça fait que tout le monde aujourd'hui est d'accord pour les élections, parce que chacun se dit qu'il peut être élu. Lengani, et là, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple burkinabé, oui, d'accord. Ça c'est peut-être que c'est tout ça qui a conduit à ce que peut-être il y ait aujourd'hui un recours en inconstitutionnalité et tout ça. C'était vraiment le débat, c'était à ce niveau, parce que des citoyens se posent la question. Comment est-ce qu'une loi, comme Parfait le dit, une loi aujourd'hui qui fait l'objet de tout ce dynamisme politique est donc... je me permets d'ajouter... Et donc contesté, donc il fallait au moins éclairer les citoyens. Oui, M. Yann l'a dit clairement, l'article 37, et M. de Tambela est d'accord avec, dit que le président de Faso est élu au suffrage universel égal et secret. Il est éligible une seule fois. Et cette disposition-là, absolument rien ne peut modifier ça. Et aujourd'hui, une loi vient dire, on va élire le président de Burkina Faso en tenant compte de circonstances exceptionnelles, et que là où les gens ne pourront pas voter, ne pourront pas exprimer leur suffrage, que bon, ces gars-là, on coupe jeté, et on ne prend que ceux qui auront voté, qui auront pu voter, pour effectivement comptabiliser et élire le président de Faso. Je dis ça, en ce moment, on viole manifestement et évidemment la Constitution, en cet article-là, qui dit que les circonstances exceptionnelles ne peuvent pas justifier que le président de Faso soit élu par une proportion du pays et non pas au suffrage universel égal et secret. D'accord. Parfait, quelque chose? Merci, on va continuer. On parle de justice cette fois-ci avec la rentrée judiciaire, je le disais, qui a été placée sous le thème l'indépendance, la déontologie, la responsabilité du magistrat. On va relever une phrase du président du Faso, en tout cas dans sa déclaration. Et il a dit quelque part que l'indépendance n'est pas une muraille de Chine et qu'il faut permettre aux magistrats de travailler, en tout cas de pouvoir travailler dans respecter la déontologie et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par l'indépendance n'est pas une muraille de Chine? Ok, bon, c'est juste pour dire que ce n'est pas parce que vous êtes indépendant que vous faites ce que vous voulez. Moi, je pense qu'on va dire ça terre à terre comme ça pour permettre à tout le monde. Justement, et quand on écoute le thème qui a été développé, on se rend compte justement que la question de l'indépendance a été véritablement posée. L'indépendance, ce n'est pas un privilège. L'indépendance, ce n'est pas un avantage. L'indépendance, c'est une condition dans laquelle on vous met pour vous permettre de travailler sereinement pour l'intérêt du peuple. Donc, le magistrat se doit lui-même d'être indépendant envers lui-même, et avant d'être indépendant envers les autres. Je pense que le thème aussi a été très intéressant en tenant compte de l'actualité récente du Burkina Faso, où justement un magistrat a été poursuivi, je pense, et condamné au tribunal de grande instance de Diebougou pour une tentative, on va dire, d'extorsion de fonds. C'est pour dire que la question de la déontologie est remise sur la table. Et ça se déroule aussi dans un contexte où le CSM a eu à faire des sorties un peu sur le plan national pour essayer d'exposer le code de déontologie des magistrats pour que les populations puissent l'approprier et pouvoir intervenir.
Les magistrats l'ont réclamé, la population s'y l'a réclamé. Aujourd'hui, l'indépendance de la justice est plus ou moins une réalité. C'est sur le terrain maintenant de l'action qu'on doit les voir. Ce n'est pas juste pour se donner des privilèges, mais c'est pour justement... Une réalité, c'est-à-dire que les magistrats sont indépendants? Oui, aujourd'hui, les textes sont indépendants. Maintenant, celui qui refuse d'être indépendant, c'est son... On a vu, par exemple, dans les audios qui ont circulé concernant le magistrat dont on parlait, où lui-même, en tant que magistrat, était contre l'indépendance de la justice. Donc aujourd'hui, les textes sont une réalité et ils sont chargés eux-mêmes d'appliquer aussi ces textes-là. Celui qui veut être indépendant le sera, mais celui qui ne le veut pas ne sera pas. Mais toujours est-il qu'à ce jour-là, je pense que c'est l'un des points pour lesquels il faut, entre griffes, je dis bien entre griffes, saluer le pouvoir en place, parce que c'est des réalités. Il revient maintenant aux magistrats de s'assumer pour justement mettre en œuvre cette indépendance au profit de la justice. D'accord. Alors, parfait, Silga, l'indépendance, est-ce que c'est un acquis aujourd'hui? Tout le monde dit que c'est le magistrat qui doit lui-même indépendant. Voilà, ce n'est pas les textes qui rendent l'indépendance, donnent l'indépendance d'un magistrat. Ce qu'il vient de dire, il a dit être indépendant au profit de la justice burkinabé. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? On a des raisons d'en douter. Et voilà pourquoi j'ai dit, je l'ai déjà dit ici, il faut qu'on revienne sur l'indépendance de la justice. C'est un débat. Parce qu'au regard d'un certain nombre de faits qu'on a observés, il faut qu'on revienne sur l'indépendance de la justice. Parce que on a les magistrats eux-mêmes, ce n'est pas moi qui l'ai dit, l'opinion peut le constater. Les magistrats eux-mêmes ont donné à un moment donné l'impression qu'ils mettaient en avant un certain corporatisme dans la défense des intérêts, de leurs intérêts. Donc, il faut qu'on puisse remettre à plat un certain nombre de choses en ce qui concerne l'indépendance de la justice. Parce qu'effectivement, si on doit avoir une indépendance pour la justice rendue au nom des Burkinabés, on est tous d'accord. Mais si c'est une indépendance qui permet à un corps de pouvoir imposer un certain nombre de choses aux autres pouvoirs, mais ça, évidemment, c'est dommage. Alors là, par exemple, on a le bâtonnier, Maître Paulin Salambéry, qui a dit que l'indépendance est avant tout un état d'esprit, un savoir-être. C'est au magistrat de se hisser au niveau de sa fonction et de préserver lui-même son indépendance. Oui, le problème, on pose le problème en termes d'individus, mais il faut aussi poser le problème en termes de groupe, en termes de corporation. Et c'est là qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions. Est-ce que cette indépendance-là des magistrats, est-ce qu'elle est effectivement une condition qui permet à la magistrature de rendre la justice au profit des Burkinabés? Mais parfait, Siga. Quand le juge est devant son dossier, quand il est devant, il doit rendre une décision, on dit que c'est son intime conviction. Est-ce que là, il faut parler de groupe? Est-ce que c'est toute la justice qui se met ensemble pour qu'un juge... On a eu, ce que je viens de dire, on a eu l'impression que cette indépendance était plutôt... On a eu l'impression, peut-être que ce n'est pas vérifié, on a eu l'impression que c'était plutôt une condition qu'on avait posée qui avait permis de faire avancer certaines questions sur le plan corporatiste. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on revoie les choses là. Il faut qu'on repose le problème de l'indépendance de la justice. Et ça peut nous permettre effectivement. Si vous regardez... Reposer, c'est-à-dire, si on doit reposer la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Regardez, entre 2015 et maintenant, si on doit faire le bilan de l'indépendance de la justice, est-ce que les Burkinabés seront satisfaits de la justice qui est rendue au nom des Burkinabés? C'est une question qu'il faut se poser. Moi, j'ai dit qu'il faut reposer le débat. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais j'ai dit qu'il faut qu'on repose le débat de l'indépendance de la justice. Maître? D'abord, il faut dire que quand le président dit que l'indépendance n'est pas une muraille de Chine, il se trompe un peu. Hein, parce que la muraille de Chine a été violée plusieurs fois. Hein, et les Mongols ont envahi la Chine, malgré la muraille de Chine. Et ce n'est pas maintenant où... Alors, le président du Faso a dit l'indépendance, ce n'est pas une muraille de Chine. Il faut permettre aux juges d'exercer dans le respect de la déontologie. Oui, mais monsieur Saorgo, je vais vous dire une chose. Hein. L'indépendance, je l'ai toujours dit, c'est d'abord au niveau personnel. Ce n'est pas les textes qui garantissent une indépendance, c'est au niveau personnel. Et la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, là je le revendique, j'ai été le premier à mener le débat ici, dans la presse, depuis 1999, et à préconiser le retrait du président du Faso et du ministre de la Justice du Conseil supérieur de la magistrature pour permettre au Conseil supérieur de la magistrature d'être indépendant comme l'ordre des avocats. Et je le répète, des magistrats même s'étaient opposés à ça. Est-ce que vous avez vu? Bon, maintenant, on est arrivé à ça, et je suis un peu au regret de vous dire que ce n'est pas comme moi je l'aurais voulu.
Parce que les magistrats ont profité de ces textes-là et vouloir faire comme si ça voulait dire qu'ils n'avaient plus de compte à rendre à personne et transformer leur indépendance en une forme d'arrogance vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres, alors que ça doit être au service de la société. Maintenant, quant à dire que si le magistrat est indépendant ou pas, je pense qu'il faut se poser une question. Est-ce que dans notre société, chacun est indépendant? Comment voulez-vous que dans une société où les gens sont dépendants des affaires, du pouvoir, de toutes sortes de choses, le magistrat, lui, il soit comme si il était hors de cette société-là et il acquiert une certaine forme d'indépendance vertueuse. Les magistrats ne sont que des éléments de la société comme tous les éléments de la société. Pour avoir des magistrats indépendants dans la vertu, il faut avoir une société aussi vertueuse, qui aspire à la vertu. Peut-être c'est pourquoi le chef de l'État dit qu'il faut permettre aux juges d'exercer le respect de la déontologie. Il faut que Est-ce que ça veut dire que l'environnement ne permet pas aux juges? Il faut que lui-même, qui est le premier magistrat, le garant de l'indépendance de la magistrature, le premier gouvernant, montre l'exemple d'une gouvernance vertueuse. D'accord. Et comme on dit, n'est-ce pas, le poisson pourrit par la tête. Et comme on dit, l'exemple vient d'en haut et c'est le bas qui imite. Oui, mais donc il nous faut une gouvernance vertueuse. Quand on dit le juge, on va dire que le juge, c'est le paragon quand même. Oui, mais c'est celui qui rétablit le déséquilibre, les désordres dans la société. Est-ce que vous voulez dire que si les gouvernants sont corrompus, donc les juges aussi doivent être corrompus? Pourquoi les juges n'arrêteraient pas la corruption des gouvernants? Mais M. Luqman, le juge n'est pas tombé de la lune. Il est de la société. Est-ce que vous avez vu? Et donc, il est influencé aussi par la société. Donc, c'est vrai que, malgré tout, le juge devrait avoir une certaine hauteur de vie, une certaine moralité. Malheureusement, tout le monde n'a pas ce sursaut-là. Et la plupart des gens ne sont que le reflet de la société. Merci. Lengani Saka, sur le sujet. Oui, sur le sujet, moi, je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a deux choses que les gens ont tendance à confondre. Il y a l'indépendance de la justice et il y a la lutte syndicale des magistrats pour leurs conditions de vie et de travail. Je pense que c'est deux choses totalement différentes. Dans le deuxième cas du syndicat, on peut se retrouver en opposition ouverte avec le pouvoir, sans que cela ne soit un problème pour qui que ce soit, parce que nous avons des intérêts que nous voulons défendre et que nous défendons et que le pouvoir en place n'arrive pas à satisfaire. Ça n'a rien à voir avec l'indépendance du magistrat. L'indépendance de la justice, comme on l'a dit tantôt aussi, dans les textes, c'est propre. Le magistrat est libre, etc. C'est pourquoi moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut cesser d'abêtir notre population en disant que la justice est corrompue, la justice est ceci. Non. Il y a des juges corrompus, il y a des juges incompétents, il y a des juges indélicats. Ce n'est pas la justice. Le problème, ce n'est pas le corps général de la justice, c'est les conditions sont créées pour que le juge soit indépendant. Mais comment maintenant il assume cette indépendance individuellement? C'est ça le problème. Sinon... Mais Lengani Isaka, à le dire, est-ce que ça voudrait dire qu'un juge aujourd'hui ne peut pas rendre une décision dans son intime conviction? Justement, il peut... En profitant bien sûr du fait qu'il est indépendant, est-ce qu'on va poursuivre un juge parce qu'il a dit, une décision de justice? Non, on ne doit pas poursuivre un juge, mais quelle que soit la décision. À moins qu'il ne viole vraiment de manière manifeste les principes du débat contradictoire, etc. Je ne vois pas pourquoi on va sanctionner un juge pour chose. Mais je dis que le juge, effectivement, c'est celui qui est indépendant par rapport... Il a le dossier. Comme on dit, c'est le dossier qui commande la procédure, non? C'est ça ce que vous dites. Bon, mais si maintenant, le juge, au lieu de laisser le dossier le conduire, fait intervenir des artifices à gauche et à droite pour que le dossier aille dans un sens donné, et là maintenant, à ce moment, le juge, il n'est plus indépendant, pas seulement par rapport au pouvoir, mais en fait, c'est ce qui embrigade sa liberté. La liberté du juge, ce n'est pas seulement l'État. D'accord. Non, c'est aussi des pouvoirs dans la société, etc. Merci, Lengani. Qui peut influencer sur le juge et l'obliger à prendre des décisions. À écouter un peu ce que Lengani dit, ce que Maître dit, est-ce qu'il n'y a pas souvent des excuses pour les juges, par exemple, qui ne jugent pas de leur indépendance, qui ne manifestent pas leur indépendance, qui se permettent certains écarts? Est-ce que le juge doit faire commettre des écarts comme toute personne, n'importe quel kidam dans la société? Est-ce que le juge ne devrait pas être différent, sans être peut-être un ange, mais est-ce qu'il ne devrait pas être différent? À ce jour, le juge n'a aucune excuse
pour dire que je n'arrive pas à bien faire mon boulot. C'est ce que je disais. Il faut poser le problème sous 3 angles. Il y a l'angle institutionnel, il y a l'angle individuel et maintenant, il parlait de cela, l'angle syndical. L'angle institutionnel, aujourd'hui, les textes disent quoi? Le président du Faso, comme il a dit, il fait partie des pionniers qui ont lutté pour cela. Le président du Faso n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est les textes. Le ministre de la Justice ne commande plus le parquet. Parce que quand on parle des juges, il faut se dire les magistrats, ce n'est pas uniquement des juges, c'est les magistrats du parquet. Donc aujourd'hui, institutionnellement, on peut dire qu'il y a une très grande avancée pour l'indépendance de la justice. Maintenant, sur le plan individuel, et je pense que quelqu'un l'a dit ici, l'indépendance c'est d'abord individuel. Parce que même avant, le juge décidait selon son intime conviction. Après les débats, il se retire, quand il met en délibéré, c'est lui qui décide. Vous voyez. À ce jour, c'est toujours le cas. Maintenant, il y a des gens qui vont se compromettre pour différentes raisons. Soit peut-être parce qu'ils ont un intérêt politique, soit parce qu'ils ont pris de l'argent avec quelqu'un. En tout cas, il y a un certain nombre de raisons qui peut amener un juge à lui-même se compromettre. Donc, à ce moment, l'indépendance de la justice peut se poser sur l'angle individuel. Voilà pourquoi il est important qu'on parle de déontologie. Parce que la déontologie ne permet pas. Et je suis rassuré que le président nous dise qu'il faut qu'on permette aux juges de travailler selon la déontologie. Parce que nous-mêmes, individuellement, les gens l'oublient. Merci. Merci. Voilà. On ne pourra pas épuiser ce débat-là. Je veux juste que vous prononciez sur, parlant d'indépendance, bien sûr, et souvent aussi sur le rapport avec la politique, bien sûr, sur certains procès, par exemple, qu'on a eu, certains dossiers, particulièrement le procès Pouche, etc., qu'on a dit procès politique et tout, les cas où, par exemple, des prévenus qui sont en détention demandent des autorisations pour se soigner, etc. On a vu le cas malheureux de Minata Gelware, donc, qui est décédé, mais qui avait au préalable fait beaucoup de demandes pour pouvoir aller se soigner. Elle n'avait pas pu obtenir jusqu'à la dernière minute où elle a pu sortir, mais malheureusement elle est décédée. Est-ce que souvent aussi le problème des influences politiques n'est pas réel quand on parle d'indépendance? Lengani, très rapidement sur ça. Je voudrais d'abord m'incliner sur le corps de cette femme qui est décédée. Comme on dit, en pareille circonstance, bon, chacun a son jour, chacun son heure, chacun a ses conditions, la manière dont ça survenir. Mais, comme vous l'avez dit, c'est une dame qui, par exemple, dans son cas, elle a fait plusieurs demandes pour aller se soigner. Bon, ça a été plus ou moins très maltraité. Et ça pose le même problème avec notre confrère Damis Ouedraogo, qui aujourd'hui est dans une situation que tout le monde sait très pénible, très difficile. Et tout le monde sait que bon, si ça continue, s'il continue à ne pas pouvoir se soigner comme il se doit, il n'y a pas... C'est-à-dire l'issue est fatale. Est-ce qu'il faut attendre la survenue de ces situations-là pour se mouvoir? Moi, je dis non. Je dis que peut-être qu'il est grand temps. On ne va pas tirer sur les ambulances, bon, ni encore moins sur les corbillards, mais je dis qu'il est grand temps pour notre justice d'avoir un peu plus d'humanisme. Et c'est là que se pose le problème de son indépendance. Il n'est pas tellement tenu compte du caractère politique des dossiers. Il y a des dossiers qui sont politiques, on n'a pas le choix. Le juge, ce n'est pas le juge qui choisit la nature du dossier. Le dossier vient au juge comme ça. Mais c'est à lui de savoir se tenir à équidistance entre les pressions politiques et sa déontologie, comme on l'a dit tantôt. Merci. Et dans ce sens, il faut... Très rapidement, on sait aussi qu'il y a Damis, on en a parlé déjà ici sur ce plateau. On Damis en a parlé, qui fait des demandes répétitives. On a dit ici sur ce plateau qu'il faut qu'on permette à Damis, notre confrère, de pouvoir se soigner convenablement. Évidemment, c'est une question sensible, hein, c'est une question d'humanité. Quand on regarde, c'est vrai que la défunte avait bénéficié d'une liberté provisoire, mais auparavant, elle avait fait des demandes sans succès. Bon, elle a bénéficié d'une liberté provisoire et puis malheureusement... Peut-être que c'était trop tard. Ça n'a pas marché. Peut-être que c'était trop tard, parce que quand on demande, je le rappelle juste parce que j'ai l'impression depuis hier qu'il y a des gens qui pensent qu'elle elle est décédée en prison. Il y a des gens qui disent, mais qu'à cela ne tienne, le plus important, c'est de dire qu'il faut que ces questions soient traitées avec beaucoup plus d'humanité, d'humanisme, et qu'effectivement, il n'y ait pas de deux poids mesures, c'est-à-dire qu'on ait l'impression que certaines personnes peuvent avoir
une liberté provisoire facilement, pendant que d'autres vont faire plusieurs fois la demande. Donc, que les juges, que la justice puisse effectivement traiter tous les dossiers, tous ceux qui ont des soucis de santé là, qu'on puisse traiter tous ceux qui ont des soucis de santé sur le même pied d'égalité. C'est ce que je voulais juste ajouter. Alors, maître, sur cette question, on voit qu'il y a par exemple il y a des conventions qui existent au plan international, qui encadrent bien sûr le détenu, la question de santé des détenus et tout, mais on a l'impression qu'au Burkina, ce n'est pas toujours fait comme il se doit. Non, c'est-à-dire, M. Saourgo, quand on a affaire à des personnes humaines, c'est toujours sensible et c'est relatif. Voyez? On a vu des gens, par exemple à la Mako, il y a des certificats médicaux de complaisance qui se délivrent. Est-ce que vous voyez? Qui se payaient même. Donc, selon que vous avez l'argent ou pas, on vous délivre, n'est-ce pas, des certificats médicaux, etc., etc. Donc, en matière de santé, on ne sait jamais si celui qui le demande est sérieux ou pas sérieux. Bon, c'est vrai qu'on peut faire des contre-expertises, mais c'est différent, c'est difficile. Vous voyez, par exemple, dans les libertés provisoires, plusieurs fois, il y a des magistrats qui ont été accusés d'avoir accordé des libertés provisoires, n'est-ce pas, de complaisance, parce que celui qui a été libéré a commis un crime après ou bien a fait des choses, etc. Alors qu'au moment où vous lui accordez les libertés provisoires, vous avez supposé avoir toutes les garanties possibles. Donc, c'est-à-dire, en matière de sciences humaines, quand on a affaire à des êtres humains, ce n'est jamais oui ou non. Ce n'est pas comme 2 plus 2 font 4. Donc, ça, l'appréciation est parfois difficile à faire. Mais quand quelqu'un est malade, on le sait, dans tous les cas, si la personne est soignée, le corps soignant dira si la personne est malade ou pas, voilà. Même s'il y a un certificat. Il faut se référer au médecin. Sinon, le juge lui-même, il ne s'y connaît pas. Il faut se référer au médecin. Et parfois, il y a des avis contradictoires. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, pour dire que là où le juge doit être indépendant, justement, ce sont sur ces points-là. Un juge indépendant n'a pas à subir de pression politique ou économique, ou etc. Et c'est là, par exemple, où le bas blesse. Et c'est pour ça qu'on revient, n'est-ce pas, à la société. La société a-t-elle formé des gens qui soient capables d'être indépendants? Il y a une quinzaine d'années, moi, j'ai fait paraître un article, n'est-ce pas, pour une réforme du corps de la magistrature, que vous pouvez retrouver dans Google d'ailleurs. Et ça n'a pas été pris en compte. Où je proposais, n'est-ce pas, des critères pour recruter des magistrats qui puissent examiner les affaires avec sérénité, avec conviction et en toute indépendance. Un critère, par exemple, est-ce qu'il faut qu'il y en ait plus? Souvent, on parle de magistrats un peu trop jeunes. Trop jeunes, sans expérience. Comment voulez-vous qu'ils fassent? Donc, moi, je proposais, par exemple, même qu'on puisse recruter déjà de la société, d'un certain âge mûr. Par exemple, dans le système anglo-saxon, vous avez des avocats qui ont au moins 10 années d'expérience, qu'on recrute comme magistrats. Donc, non seulement ils ont la maturité, ils ont l'expérience, ils ont la connaissance du jeu. Alors qu'ici, par exemple, vous prenez des magistrats qui sortent directement de la faculté de droit, ils font une formation, ils deviennent magistrats, ils vont trancher sur des problèmes, alors qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas ces sociétés-là. Ils sont encore dans l'impulsion de la jeunesse, dans l'enthousiasme. Il y a des magistrats qui menacent des justiciables, qui menaçaient des justiciables dans les palais de justice. Toi qui dois exprimer la sérénité, tu manifestes la colère envers... Merci. Le justiciable, déjà, quand il vient, il est intimidé. Donc, il doit être reçu avec respect et avec courtoisie pour lui instituer la confiance de s'adresser à toi. Donc, c'est pour vous dire que c'est dans ces domaines-là, justement, que l'indépendance, la personnalité du magistrat doit se manifester. Merci, maître. Passe très rapidement. D'accord. Je dirais en 2-3 secondes. Pas de souci. Oui. Je dirais pour ma part que cela pose le problème d'humanisation de nos prisons. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'elle, parce que peut-être elle était connue sur le plan politique et tout. Mais combien de personnes croupissent dans nos prisons qui vivent des conditions peut-être pires et qui n'ont pas cette chance d'aller se soigner? Je dirais donc que c'est un problème aujourd'hui, c'est vrai. Maintenant, pour libérer un détenu pour aller se soigner, il y a une procédure qui est là. Je suis obligé de me fonder sur ma formation pour me prononcer. C'est un avis médical. Le juge, comme quelqu'un l'a dit ici, ce n'est pas un médecin. Ce n'est pas lui qui peut... On peut voir quelqu'un apparemment bien portant. C'est un avis d'un médecin. Si le médecin donne un avis, je pense que son avis fait foi a priori. Et si les conditions, comment on va appeler cela, le plateau médical au sein de la maison d'arrêt permet qu'on le prenne en charge, on le prend en charge. À défaut, s'il faut le faire sortir, on le fait sortir. Maintenant, si le juge n'est pas convaincu de ce qui a été dit, il est libre de demander une contre-expertise médicale pour se rassurer que ce que ce médecin-là a dit, c'est vrai. Auquel cas, si cela s'avère, on doit, dans un souci d'humanisation, laisser cette personne pouvoir aller se soigner. L'objectif, ce n'est pas de tuer cette personne. Nous avons même abrogé la loi sur la peine de mort. Merci. Donc, voici ce qui se pose comme problème. Merci à vous. Merci à vous. On va terminer avec la Côte d'Ivoire très rapidement. Est-ce qu'on peut parler de dégel politique en Côte d'Ivoire? Ou bien alors, est-ce qu'il faut dire que le pouvoir Ouattara est en train de reculer? Parce qu'on a vu que les pro-Soro qui avaient été
emprisonnés en masse, qui n'ont pas encore été jugés, ils sont en train d'être libérés. Il ne reste peut-être que trois personnes, à la limite, 3 ou 4. En tout cas, la grande majorité a été libérée. Parfait, Sylvia. Est-ce que le pouvoir Ouattara est en train de faire un geste d'apaisement ou est-ce qu'il est en train véritablement de reculer? Si c'est un geste d'apaisement, je pense qu'il doit continuer, il doit approfondir parce que le climat est suffisamment tendu en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse effectivement s'arrêter là. Mais pour continuer, moi je pense qu'il faut tendre la main à tous les prisonniers politiques, ceux qui sont dedans comme ceux qui sont dehors. Et là, je ne vais pas citer de noms parce que la liste est suffisamment longue. Oui, mais dehors, on a Babo Laurent et son ministre Blé Goudé. Oui, voilà. Donc, quand on regarde de leur cas, on se rend compte que même si, par extraordinaire, ils revenaient en Côte d'Ivoire, ils savent ce qui les attend directement parce qu'ils ont été condamnés par la justice nationale. Donc, moi, je pense que, en tout cas, la Côte d'Ivoire, effectivement, les Ivoiriens ont intérêt, mais nous aussi, nous avons intérêt parce que la réconciliation, la paix, constituent en tout cas des éléments essentiels pour la bonne tenue des élections, mais en tout cas pour le climat général en Côte d'Ivoire. Lengani, on parle de plus en plus aussi de possibilité d'un report de ces élections au regard donc, du climat. Est-ce que tout ça, ce sont des signaux d'apaisement pour que la Côte d'Ivoire ne connaisse pas Moi, je pense une que crise? Le président Dramane Ouattara est un grand homme d'État. Je pense que c'est un vrai patriote ivoirien. Et je suis convaincu qu'il comprend aujourd'hui le sens dans lequel le peuple ivoirien, en tout cas une grande partie du peuple ivoirien veut aller. Et je souhaite vraiment que, comme l'a dit Parfait, le mouvement dans lequel il s'est engagé, à savoir de décrisper, aille plus en profondeur pour permettre effectivement, pourquoi pas jusqu'au report des élections pour permettre effectivement qu'il y ait un véritable consensus, un large consensus au niveau de la classe politique et au niveau de la société pour aller vers ces élections. Je l'ai déjà dit sur ce plateau ici, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Burkina Faso. Par exemple, notre situation ici, si c'était en Côte d'Ivoire, vous êtes certain que des politiques allaient ruer dans les brancards dans tous les sens. Mais ici, on est dans le mouta-mouta général. Alors qu'en Côte d'Ivoire, lorsque les gens ont des opinions, ils les poursuivent jusqu'au bout. Ils sont même prêts à aller jusqu'au sacrifice pour effectivement faire aboutir leur point de vue de manière lucide. Et c'est ça qui fait que vraiment la situation aujourd'hui est très tendue. Et il faut que le président ivoirien se dépasse et aille au-delà même, se lève au-dessus de l'ensemble de la classe politique et de ses intérêts personnels pour vraiment libérer la Côte d'Ivoire par des décisions qui permettront d'apaiser la situation nationale. Maître, on remarque qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, deux des candidats, en tout cas deux des principaux candidats, donc le FPI Affi N'Guessan et le PDCI Bédié Henri Konan Bédié, sont en train de dire qu'ils ne vont pas aller à ces élections. Donc finalement, il y aura un ticket à deux, Alassane Dramane Ouattara et Kakabe. Et puis à côté, on a aussi qu'à la CEI, donc il y a eu des démissions récemment. 2 membres ont démissionné, claqué la porte. Est-ce que tout ça, ce n'est pas une situation assez difficile pour le Côte d'Ivoire? Mais c'est pour ça que quand vous insinuez, n'est-ce pas, que la libération de Pro-Soro pourrait être une tentative d'apaisement, je dis non. Parce que ça peut être même une fuite en avant. Parce qu'en libérant des Pro-Soro, ça peut être une tentative de diviser l'opposition. Parce que ceux qui sont libérés peuvent se dire, ah voilà un pouvoir bienveillant par rapport à nous, etc. Et du coup, ils peuvent relâcher leur lien avec Soro. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ce n'est pas aussi parce que Soro il donne vraiment des coups depuis Paris, il multiplie les sorties, les menaces et tout? Est-ce que tout ça, ça n'a pas contribué à changer la Non, je crois. Parce que vous savez, Alassane Dramane Ouattara, comme Guillaume Soro, comme Laurent Gbagbo, sont des gens têtus. Donc, chacun, n'est-ce pas, quand il a quelque chose dans la tête, il y tient. Et donc, Alassane Ouattara, s'il fait quelque chose, soit il a été contraint, soit c'est une stratégie. Donc, la libération de Pro-Soro, c'est soit une stratégie, soit une contrainte. Comme vous avez dit, il y a des pressions de toutes parts, de la communauté internationale, même sur le plan de la Côte d'Ivoire, etc. On lui demande même de reporter les élections, etc. Sinon, si ça ne dépendait qu'Alassane, il irait tête baissée, il organisait ses élections, et puis allez. Parce que chacun sait ce qu'il a fait. Donc,
Alassane n'entend pas du tout de revoir certaines personnes sur la scène politique. Donc, on ne peut pas parler d'apaisement dans ce cas. Si on te contraint à une situation, ce n'est pas un apaisement, c'est par la contrainte, par la force des choses. D'accord. Alors, passe sur la Côte d'Ivoire. Je me rends compte que le taux se resserre tout doucement autour de Alassane Dramane Ouattara. Hein. Je pense qu'il est en train de lâcher plus ou moins sa prise de position. Parce qu'il y a la pression qui vient de toutes parts, non seulement à l'interne avec les candidats Bédier, et autres qui sont en train de se retirer, des démissions au sein de la commission électorale indépendante, des décisions de justice au niveau communautaire qui remettent en cause donc l'exclusion de Soro, la Cour africaine de justice, exactement, l'Union européenne. L'Union européenne. Donc ça fait que je pense que nous sommes bien partis pour un report des élections, pour pouvoir prendre tout le monde en compte en Côte d'Ivoire. Et je pense que pouvoir faire cela, c'est sauver la vie en société. Donc c'est important qu'on puisse aller à une paix. Et je pense que les actes qui sont en train de se poser, même si c'est sous la pression, vont concourir certainement à décrisper la situation. Si tout le monde est pris en compte, ce serait bien d'éviter une crise. Merci. Pour la Côte d'Ivoire. On va prendre notre premier téléspectateur, Ilboudo Lamoussa François de Ouagadougou, qui veut se prononcer sur les candidats à Kosiam. Oui. Oui, en fait, c'est tout simplement pour dire que ce théâtre qui s'est déroulé, c'est de bonne guerre, où on a vu... Personnellement, prochainement même, je vais partir pour déposer ma candidature à vélo. Parce que c'est comme quelqu'un l'a dit avant moi sur le plateau, en réalité, nous avons tous sanctifié la fonction de chef de l'État et c'est ça qui amène beaucoup de problèmes dans le pays. Et il faut un peu essayer de ramener ça à notre niveau pour que les gens comprennent qu'être un chef d'État, c'est en réalité le serviteur de tout le monde. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens sur le plateau qui disent pas qu'être chef d'État, c'est servir tout le monde, non pas se servir. On a cette idée comme quoi, quand on est chef d'État, on ne doit pas respecter les feux tricolores, on parle comme on veut, et on fait. Et c'est ça qui fait que nos pays ne peuvent pas réellement se développer. Et j'ai été content, même si je ne suis pas d'accord pour la tenue des élections, que tout le monde ait eu l'occasion d'aller réellement déposer sa candidature. Et j'invite toute la population, surtout la jeunesse, qui est réellement oubliée de ses dirigeants, d'aller de plus en plus déposer leur candidature. Et comme quelqu'un l'a dit encore sur le plateau, vous ne savez pas où l'étincelle va sortir. Parce que ces vieux politiciens, bon, j'avais envie de dire de bandits à col blanc, réellement ne peuvent pas faire avancer le pays. Il faut une nouvelle génération. Mais quand on ne donne pas l'idée, on ne fait pas comprendre que tout le monde est présidentiable, comme l'a dit quelqu'un. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des facultés qui peuvent permettre de faire développer le pays, mais qui ne vont pas le faire parce que tout simplement, on a mis une barrière de 25 millions où je me rappelle qu'en 2015, quand on avait posé cette question, j'étais contre. Malheureusement, les gens ne sont pas libres dans leur tête. Dans ce pays, le problème, c'est ça. La majorité de la population n'est pas libre. C'est des gens qui vivent, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qui les gouverne, mais ils sont dépendants de quelqu'un ou de quelque chose. Et ça fait que quand quelqu'un pense indépendamment, ils sont contre la personne ou ils n'acceptent pas l'idée. Par exemple, quand on est sur un plateau, je ne sais pas comment on dit ça, un plateau de télévision, pourquoi on dit que la fonction présidentielle, ça veut dire qu'on est dans des réflexions de 1800. C'est pas, merci. On n'est pas dans le temps. Merci, M. Lamoussa François. Merci d'être invité. Non, je ne suis pas d'accord avec M. Ilboudo. La fonction présidentielle, c'est une fonction sérieuse. D'accord. Et il faut la prendre comme telle. Et ce n'est pas une réflexion de 1800, c'est une réflexion actuelle. Et on a eu l'impression que certains candidats à la candidature ont banalisé effectivement la fonction présidentielle. C'est une fonction sérieuse. On peut très bien ne pas être d'accord avec les 25 millions, mais ce sont des conditions. Et l'idée des conditions qui sont posées pour être candidat, là, c'est effectivement pour filtrer. Sinon là, même sur le plan opérationnel, si on doit admettre que 10 000 personnes, qu'on ait 10 000 candidats à la présidentielle, on ne pourrait même pas organiser, même sur le plan opérationnel. Donc pour moi, il faut des conditions. Moi, je pense que Parfait n'a pas bien compris, M. Ilboudo. Oui. Il a voulu surtout dire que ce n'est pas une fonction de mystification. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et si vous remarquez, par exemple, en Suisse, le président suisse,
ce n'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui mystifie qui que ce soit et qui passe même inaperçu. Mais est-ce que c'est pour autant que la fonction de président suisse n'est pas une fonction assez importante dans la société? C'est pour vous dire, ça garde mystification. Ça garde toute son importance. L'ancien président de l'Uruguay, par exemple, hein, il n'avait que 2 gendarmes comme escorte. Et puis, il vivait dans sa propre maison. Et il se déplaçait comme tout le monde. C'est un peu ce que François Hollande avait voulu faire quand il était élu président. Il a voulu rester dans son appartement, tout. On lui a dit non, pour question de sécurité, etc. C'est pour vous dire qu'on peut être chef d'État, respecté, sans cet endroit de mystification. Oui. La question, c'est quand, par exemple, des gens qui veulent être magistrats suprêmes d'un pays, donc garant de la Constitution, etc., du respect de la Constitution et tout, et qui ne respectent pas le minimum de lois qu'on leur pose comme préalable pour pouvoir... Non, je ne parle pas de... Non, ce n'est pas qu'ils ne respectent pas. Ils le mettent en cause. C'est l'occasion. Puisqu'ils se proposent même d'ester devant le Conseil constitutionnel contre ça. Ce n'est pas qu'ils ne respectent pas. Ils le mettent en cause. C'est une façon de soulever le débat. On va prendre notre second téléspectateur, M. Issaka Balboné, appelé de Tinkodogo, sur le même sujet des candidats à COSIAM 2020. Oui, bonjour. Bonjour, M. Balboné. Voilà, bonjour. Voilà, je voudrais effectivement répondre au niveau des candidats à COSIAM pour la présidentielle. Vous voyez, vous allez comprendre avec moi pourquoi le CITO et puis le FESPACO se trouvent à Ouagadougou. C'est comme un lieu de carrefour du théâtre. Ça veut dire qu'il faut que les candidats nous prennent au sérieux, nous, la population. C'est pas un candidat qui se dit qu'il veut être le président du FASO et qui se retrouve au niveau de la CENI et que son cadre directeur, en tout cas, on parle de cadre directeur, il manque de cadre directeur, mais c'est la faute de cadre directeur qui ne se trouve pas à l'intérieur. Et ce candidat, il dit que non, qu'il veut être un président du FASO. Vous voyez, bon, il faut qu'en tout cas on essaie de revoir encore la politique. Sinon, même quand ceux qui disent que non, que l'affaire des cochons est comme ça, quand vous prenez un exemple à l'Occident, avant d'être un candidat, on fait la biographie de la personne. Mais ici, on n'a pas les moyens de faire cette biographie. Donc voilà pourquoi on essaie d'imposer quelque chose. Sinon, la somme, le cochon de 25 millions. Selon quant à moi, désormais, il faut qu'on en ait atteint à 100 millions. À 100 millions, ce n'est pas n'importe qui, on ne doit pas permettre à n'importe qui de venir déposer sa candidature présidentielle. Non, on ne doit pas le faire. Voilà. Et encore, je voulais ajouter encore pour l'accompagnement des candidats ici, c'est normal. Quand vous voyez au Burkina, on parle de 3 grands baobabs, UPC, CDP, MPP. Le MPP était premier à venir déposer sa candidature avec une foule massive. Voilà. Si l'opposition n'a pas pu faire ça, c'était une preuve après qu'ils allaient essayer avancer. Donc, l'opposition a vu ça aussi. Le CDP a organisé cette foule massive aussi. Et après le CDP, il peut aussi faire cette foule massive. Ça veut dire que c'est partout. Hein. Quand vous voyez, lors de leur investissement, quand le MPP a fait l'investissement premièrement au niveau du palais de Ouaga 2000, ils ont rempli la salle. Bon, selon eux, peut-être l'opposition n'allait pas faire. L'opposition, c'était aussi à remplir la salle. Et que l'opposition a rempli la salle. Ça veut dire que ce sont les preuves après l'élection. Parce qu'on se connaît ici au Burkina. D'accord. Merci voilà. M. Balboné. En tout cas, de la manière que les gens ont accompagné les candidats pour les dépôts, c'est tout à fait normal. Parce que c'est les preuves après. Merci. Voilà, si l'opposition n'a pas pu faire ça, ça veut dire que c'est peut-être des preuves de fraude. Merci, M. Balboné. Merci. On a bien parlé quelque chose. Oui. Bon, il est vrai, hein, il est vrai que, on l'a dit, même si on n'est pas d'accord avec les 25 millions ou certaines conditions, le moment, ce n'était pas au moment des dépôts des candidatures. On aurait pu attaquer cela bien avant. Je le dis par exemple, depuis 2015, je ne suis pas d'accord, par exemple, pour les 25 millions, parce que j'estime que la condition financière ne doit pas déterminer une candidature. Par exemple, je suis d'accord pour les parrainages. Quand on nous dit que pour aller, par exemple, pour modifier la Constitution, 30 000 citoyens burkinabés peuvent initier cela. Ouais. Donc, pour se porter candidat, pourquoi pas 50 000 parrainages de personnes qui disposent de la carte nationale d'identité ou bien la carte d'électeur, pourquoi pas 100 000, mais pas la question d'argent. Je le disais, le citoyen, le fonctionnaire moyen burkinabé ne peut pas économiser 25 millions. Donc c'est un critère justement qui permet de filtrer, mais à un moment donné, ça... Est-ce que le fonctionnaire burkinabé, c'est la référence pour... Parce que pour tenir compte de la capacité... Il y a des commerçants, il y a des paysans, il y a plusieurs composants dans la société. Pour tenir compte de la capacité financière, l'État doit se fonder sur la manière dont lui-même il paye les gens. Parce que de la manière que l'État lui-même paye, c'est lui-même qui détermine le pouvoir d'achat. Donc si lui-même ne peut pas permettre à des gens d'avoir un pouvoir d'achat élevé pour pouvoir économiser 25 millions,
qui voulez-vous qu'il puisse Mais le on a faire? vu un candidat qui a dit, un déposant qui a dit que si quelqu'un ne peut pas payer 25 millions, c'est un criminel. Lui, il a dit. Je ne dirais pas jusqu'ici. Issa Alengani. Moi, je voudrais dire qu'il faut qu'on respecte la fonction présidentielle, comme toutes les autres fonctions d'ailleurs. Si tu n'as pas un certain nombre de diplômes, tu ne peux pas prétendre être médecin. Ça, c'est clair. La même chose, si tu n'as pas un certain nombre de conditions, parce que on dit bien élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il faut se faire voter, il faut se faire élire. Et pour se faire élire, il faut un minimum de moyens. Ça, c'est clair. La campagne, ce n'est pas 25 millions. Moi, je pense que c'est ridicule, c'est rabaisser vraiment le débat que de pinailler si c'est 25 millions de caution. Il y a des gens qui ont dit que les 25 millions ont été payés par les femmes. Il y en a qui ont dit que c'est la jeunesse qui a payé. Donc, ce n'est pas une affaire de salaire, d'économie de salaire. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une assiette fiscale qu'on élargit comme ça? Si on veut être président, comme les fonctions sont différentes, quand on veut être maire, c'est différent, conseiller, c'est différent, mais quand on veut être président du Faso, qu'on puisse quand même payer 25 millions au trésor public. Non, pas forcément. Non, pas du tout. La prétention doit valoir quelque chose et que le trésor public doit aussi récupérer quelque chose dans votre prétention. Si je peux continuer, je dis que pour faire ces campagnes-là, ce n'est pas 25 millions. Je suis au regret de vous le dire. Ce n'est pas une affaire de 25 millions pour se faire élire président. Donc, il ne faut pas ramener l'élection à cette... On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Je suis d'accord, par exemple, pour qu'on dise qu'il faut des parrainages qui permettent de... Même ces parrainages-là, pour avoir ces parrainages-là, il va falloir dépenser. Je dis que... Ensuite, on n'a pas dit ici, sur le plateau, ici, contrairement à ce qu'un le premier intervenant a dit, personne n'a dit ici que le président de Faso que nous voulons, c'est quelqu'un qui peut se permettre de voler, qui peut se permettre de faire n'importe quoi dans le pays. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit tout simplement que la fonction mérite quand même un certain nombre de dispositions d'aptitude. Et donc, la première, c'est de se faire élire. Et pour se faire élire, ce n'est pas n'importe qui. Évitons le populisme vraiment de bas étage. Je voudrais qu'on revienne sur un aspect aussi qui est important dans ça. Peut-être qu'on va revenir prochainement là-dessus. Au niveau des parrainages, c'était estimé que c'était aussi une barrière pour ceux qui ne sont pas pour les indépendants. Les textes permettent qu'il y ait des candidatures indépendantes. Nous sommes dans un système partisan. Est-ce qu'on peut avoir des élus quand on est indépendant? Et quand on dit par exemple que oui, monsieur Sardogo, vous m'avez rappelé. Parce qu'en tout temps, je voulais intervenir, j'avais oublié ce que... D'accord, donc allons-y vite. C'était sur les parce que le temps aussi peut nous... Parce que je suis contre les parrainages. Vous savez, moi j'ai vécu en France, où il y a des systèmes de parrainage. Et il y a des pressions que des partis politiques exercent pour qu'on n'accorde pas de parrainage ou pour qu'on accorde des parrainages à d'autres. Par exemple, quand le Parti communiste français était à son apogée, le Parti communiste menaçait parfois certains élus de choses-là que s'ils parrainent tel ou tel, ils n'auront plus de contrat avec eux. Voilà, ils n'auront plus de contrat avec eux, surtout les marchés publics, les marchés communaux, tout. Et même à un moment donné aussi, il y avait des pressions pour qu'on n'accorde pas de parrainage aux candidats du Front National. Vous avez vu. Donc, ça peut faire en sorte que ça force le jeu politique, ça force. Mais qu'est-ce qu'il fallait donc? Est-ce qu'il fallait, comme Paz le disait, est-ce que Paz disait qui pose problème ici? Est-ce que peut-être qu'il faut dire, par exemple, il faut qu'on ait des élus locaux, une cinquantaine, qui doivent être répartis sur au moins 7 régions. Mais si on a un élu national, cette condition n'est plus là. Ça, c'est parce que c'est au niveau des élus locaux. Mais si c'est par exemple des citoyens qui peuvent parrainer, je pense que ça ne va pas poser problème. Le problème ici, c'est la qualité des parrains. Parce qu'effectivement, cela voudrait dire que ceux qui n'ont pas participé aux élections passées ont pas de chance de ne pas pouvoir avoir des parrains. Ça pose problème. Mais si c'est des citoyens qui parrainent, ça ne pose pas de problème. Non, attendez. Oui. Il y a des candidats indépendants qui ont eu des parrainages. Oui, ça c'est peut-être l'exception. C'est peut-être l'exception. Est-ce qu'en règle générale, tout le monde peut avoir un parrain? Ce n'est pas une exception. Moi, j'ai lu un communiqué de presse où la DFRD a dit qu'ils sont prêts à discuter des conditions avec certains candidats. Ils l'ont dit. Donc, ça veut dire quoi? Pour être candidat, il faut se donner les moyens d'avoir un certain nombre, de remplir un certain nombre de conditions. Si vous remplissez la condition des parrainages, vous arrivez déjà à un certain nombre. Ça veut dire que vous êtes prêt à avoir... La politique, là, c'est aussi pouvoir négocier, c'est pouvoir faire des compromis. Okay. Et pour moi, c'est important déjà. D'accord, merci. On prend M. Tanagda qui veut s'intéresser au sujet sur la Côte d'Ivoire. M. Tanagda. Oui.
Bonjour, monsieur Tanagda. Vous appelez d'où? J'appelle de la Côte d'Ivoire. Bien, merci. Alors, on vous écoute pour votre intervention. Allez, voilà, bonjour tout le plateau. Effectivement, je souhaiterais donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe présentement en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les gestes de libération de certains des pro-Soro, je pense que par rapport à cette question-là, il va falloir peut-être voir un peu, c'est-à-dire que par rapport à l'interview qu'a donné le Guillaume Soro, il y a une question qui a été posée à Guillaume Soro au sujet de l'élection présidentielle de 2010. Et vous avez constaté, Guillaume Soro a donné comme réponse que le président Alassane Ouattara a bel et bien gagné les élections présidentielles. Et quand il a dit que le président Ouattara a gagné les élections présidentielles, tout de suite, on a constaté que de l'autre côté de l'opposition, en fait, il y a eu des réactions vives. Je pense, de mon point de vue, il se pourrait que ce soit toutes ces occasions-là qui a choqué le président Alassane Ouattara pour poser un tel geste. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense que c'est un peu comme le chat et la souris. En fait, toute occasion, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir en place, toute occasion est bonne pour en tout cas se faire valoir. Je vous assure qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation en Côte d'Ivoire, s'il y a élection et que le président Alassane est élu président, je vous assure qu'il y aura certains partis de l'opposition qui vont rejoindre le gouvernement Alassane Ouattara. Pour l'instant, soyons vraiment extrêmement prudents. Il est très difficile de croire que c'est la pression de la Commission internationale là, qui a amené le président Alassane Ouattara à poser un tel acte. Mais je pense plutôt, peut-être c'est dû à la dernière déclaration de Guillaume Soro, où l'opposition commençait déjà à être fissurée. Parce que de l'autre côté de l'opposition, ça n'a pas du tout plu au pro-Babo. Lorsque M. Soro a fait savoir que Alassane Ouattara a bel et bien gagné ses élections. En fait, il est resté droit dans ses bottes. Monsieur Tanagda, oui. Est-ce que aussi Guillaume Soro peut dire autre chose quand on sait qu'il était un des acteurs, il était Premier ministre en son temps, il a soutenu jusqu'au Golf Hotel. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait logique pour lui de venir dire par opportunisme que les élections n'avaient pas été gagnées par Ouattara? Est-ce qu'il pouvait le dire? Non, de mon point de vue, il ne pouvait pas dire autre chose. Mais je pense que de l'autre côté de l'opposition aussi, en fait, on ne devait pas saisir cette occasion-là pour trop s'attarder sur cette occasion. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'objectif certainement de cette opposition, c'est de voir comment empêcher peut-être les élections pour faire participer tout le monde. Est-ce que vous me comprenez très bien? Ni Guillaume Soro ne peut pas dire aujourd'hui qu'Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections. Si M. Guillaume Soro se permet de dire qu'Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections, ça veut dire que, en fait, les 3000 morts, en fait, c'est sa responsabilité. D'accord. Merci. Merci, M. Tanagda. On est vraiment on est au thème de cette émission. On aurait aimé aller encore plus loin avec vous dans votre entretien. Mais c'est une partie remise. On se retrouve prochainement. Je rappelle d'ailleurs que concernant Guillaume Soro, il y a une interview qui passe ce soir sur BF1 à 19h30 dans 7 Info. Une interview réalisée à partir de Ouagadougou avec Guillaume Soro. Donc les uns et les autres peuvent tout de suite prendre cela dans leur agenda et puis on verra la suite. Merci à vous qui nous avez suivis. On était donc à Presse Eco, on est au thème de l'émission. J'étais avec Paz Yen. Paz Yen est juriste, il est consultant. Merci Paz d'être passé sur ce plateau. Et puis Maître Kielem Apollinaire de Tambela, il est donc avocat inscrit au barreau, président du CRI, qui est le Centre de recherche international et de stratégie, qui vient d'ailleurs de publier un ouvrage. L'évolution des sociétés. Et puis à sa droite, Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci Parfait d'être passé. Puis enfin, Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de Presse Eco la semaine prochaine, si Dieu le veut.